tous, bienvenue dans Ça déraille, le podcast sur un sport où son pire ennemi est une chips. Vous avez compris, on parle du Tour de France aujourd'hui, deuxième semaine à sens unique. Pogačar est toujours en jaune après avoir assommé la concurrence et notamment Jonas Vingegaard. Et puis, pas de victoire cette semaine pour nos Français, on fait le bilan dans la deuxième partie, mais des victoires pour les Belges. 2 cette semaine, ça a égalisé 3 partout entre la France et la Belgique. C'est pour ça qu'on est obligé d'inviter James aujourd'hui qui va en plus pouvoir nous parler du super podium de Remco pour l'instant. Salut James. Salut à tous. Salut. Avec du nouveau matériel, vous entendez James, franchement ça va vous faire bizarre. C'est sa vraie voix là, vous entendez aujourd'hui, donc c'est appréciable. Ouais, peut-être qu'elle est pire en fait que celle d'avant en fait. Ça, les gens vont le dire, ne t'inquiète pas. Quand il y a des gens pour critiquer, que ce soit positif ou négatif sur la tenue vestimentaire, sur la voix ou le physique, il y a du monde. Il ne jure que par le Tour de l'Ain. Il est avec nous aussi, Théo, qui est là depuis le début. Il est en train de faire le grand chelem pour l'instant. C'est un petit peu le Carlos Alcaraz du moment, là, parce que ceux qui aiment le tennis. C'est en même temps le plus grand moment de l'année, donc il faut être là. Tu as raison, c'est vrai. On a pris les presque meilleurs. Alors on disait avant l'émission, Jérémy Sakian est donc en Bob Skoda sur les routes du Tour de France. Rémi est à son 3e gosse, je crois, cette année. Donc il n'est pas là pour l'instant. On parle de contre-plongée déjà pour Théo. Voilà, donc c'est une mise en abîme de la part de Théo, c'est cadeau. Petite chose aussi que je voulais vous dire avant qu'on commence l'émission. Je suis très content, très heureux de l'abandon de Jakobsen, puisque je ne ferai pas d'émission torse nu. Alors si tu as écouté James la semaine dernière, j'avais parié si jamais comme ça de gagner une victoire, je faisais l'émission torse nu. Quand il a arrêté, j'ai pu souffler, parce qu'on sait jamais avec nous. Bref, deuxième partie du Tour de France, cool. On est peut-être parti pour le débrief donc de cette deuxième semaine. Putain, t'as fait une bonne sortie aujourd'hui, hein. Papa va rentrer et puis il va aller faire du tempo maintenant, hein. Battu donc pour la première fois par Vingegaard dans le Massif central, Tadej Pogačar a remis les pendules à l'heure en frappant 2 fois dans les Pyrénées, 2 victoires et 3 minutes d'avance sur son concurrent danois. C'est un chaos, on va dire, ou il reste encore du suspense, tiens Théo. Est-ce qu'il y a encore du suspense dans ce Tour de France ? Est-ce que tu y crois ? Est-ce que tu peux nous dire que voilà, il faut regarder la 3e semaine ? Toi, tu y crois en posant la question ? Non. Non, je vais être franc avec toi. Moi, j'y crois pas trop, mais peut-être que d'autres ont une ouverture d'esprit différente de la mienne. Non, les 2 motifs d'espoir a priori pour Jonas Vingegaard, il l'a dit d'ailleurs en conférence de presse tout à l'heure qu'il n'était pas là pour faire 2e, donc on imagine qu'on ne court pas encore battu du côté de la Visma Lease Bike, même si je pense qu'on a pris un coup sur la carafe hier. Le motif d'espoir, c'est que Pogačar, sur ces 2 derniers tours, a toujours eu un jour sans, toujours dans les Alpes d'ailleurs, plus que dans les Pyrénées, parce que c'est un massif qui, je pense, lui convient mieux, les Pyrénées. Et il y a cette fameuse étape d'Isola 2000 encore, où tu peux perdre gros. Est-ce que ce sera le cas ? Moi, je n'y crois pas. Je pense qu'il va plus partir maintenant en mode conservation. Donc, et puis je pense aussi que je pense que James ne me contredira pas, c'est qu'en termes de force collective du côté de la Visma, on est nettement inférieur par rapport aux années précédentes. Donc c'est ce qui me fait dire que j'y crois moins aussi. Alors, on a peut-être douté un tout petit peu lorsque Vingegaard est rentré dans la tête de Pogačar en portant en sprint une étape dans le Massif central au Lioran. Mais James, est-ce que tu doutes maintenant ? Parce que c'est vrai que Pogačar a montré qu'il était au-dessus. On a vu différentes tactiques de la Visma pour essayer de le contrecarrer. Ça, on pourra en discuter aussi derrière. Mais est-ce que différente, c'est toujours la même. Hein. Oui, non, mais je veux dire qu'elle a essayé quelque chose. C'est comme si c'était. Mais est-ce que tu doutes de la victoire de Tadej Pogačar, la 3e dans le Tour de France ? C'est un doublé et Giro Tour qui s'annonce. Il ne faut pas oublier, mais bon, ça, on verra dans la 3e semaine. Allez, à la régulière, non, je ne doute pas. Je n'ai plus qu'un espoir. C'est le même que celui que Vingegaard. C'est le fameux jour sans ou un petit coup du sort. Je ne lui souhaite pas une chute grave, mais une petite crevaison qui lui fait perdre du temps. Mais si, mais il faut en arriver là pour avoir un peu de suspense. Voilà, c'est la seule chose. Un jet de chips dans les yeux qui l'aveugle et il finit... Mais non, pas ça. On est quand même à l'aube d'une 3e semaine où, grosso modo, il n'y a quand même plus aucun suspense pour rien. C'est-à-dire que c'est vrai. Le jour, si, pour la 4e place, je l'ai dit hier. Oui, super, merci. Mais le podium est joué. Le vert, a priori, Girmay, s'il ne se passe rien, s'il va au bout... ça passe. Le blanc, Evenepoel a un boulevard. Non, mais c'est plié. Le poids, ils vont se le jouer entre les deux.
Ouais. Quand t'es Guillaume Martin, quand t'es David Gaudu, quand t'es Carapace, quand t'es Enric Mas ou machin, putain, Et ben compliqué quoi. maintenant, pour tous ces gars, vu que c'est plié, l'objectif, c'est de sauver le tour. Hein, tu cites Leur les tour ou le gars. tour? Tu diras ce que tu veux. Tu peux dire sauver le tour ou leur tour. En tout cas, il faut d'abord, dans un premier temps, sauver leur tour. Parce qu'effectivement, pour l'instant, c'est très compliqué. J'ose espérer que pour tous ces gars-là, il y aura des ouvertures, vu qu'il y a quand même un écart qui est tel qu'il est de l'ordre de 3 minutes. Normalement, il y a de la Mais en place fait, pour les dans baroudeurs. un étau parce que Vingegaard, s'il espère encore revenir, ça veut dire qu'il va faire rouler un moment. Enfin, ça veut Ah, dire l'étape tu l'as cité, hein, Isola tu vois. 2000. Isola 2000, je pense que les baroudeurs et les échappés peuvent déjà l'oublier. Ça, c'est très clair. Pour moi, c'est la seule étape où tu peux encore retenter le même tour de force parce que c'est vraiment une étape. Le col de la Lose, quoi. Un peu dans le voilà, même genre l'année dernière. tu peux essayer sur cette étape-là. Maintenant, de là à refaire les 3 minutes, je pense que c'est plié. Mais il faut optimiser les autres possibilités. Et puis, là, les échappés doivent y aller. Je veux dire, de toute façon, peu importe si Visma met en route dès le début ou pas, il faut que l'échappé puisse prendre un peu de champ. Mais Isola 2000, le problème, c'est que, et encore l'étape 20 aussi, ça fait que monter et descendre depuis le début. Il faut essayer d'optimiser l'étape 17, selon moi, de Super Dévoli. Ça, c'est vraiment une étape, si les baroudeurs ne la gagnent pas, là, je comprends plus rien. Pour en revenir à Pogacar, le pire ennemi de Pogacar en 3e semaine, ça va être l'étape potentielle de bordure à Nîmes. Parce que c'est pour moi la seule faiblesse. C'est la seule fois où on a vu un peu en difficulté. C'est la seule fois où collectivement ils ont été défaillants, même si lui l'a pas été. Hein. Ben voilà. Mais pour moi, c'est le seul endroit où la Visma peut être supérieure à l'équipe UAE, même si je pense qu'ils ont eu cette alerte-là de la Bourgogne et que du coup, je pense qu'ils seront sur les dents. Après, sur les chemins blancs, UAE aussi a montré des signes de faiblesse. Hein. Ouais, mais il y a de chemin blanc. C'est finalement pas en montagne que peut-être. Ah non. Sur justement, et ça va peut-être forcer Visma à faire autre chose. Justement, je voulais en venir aussi à ça, Théo, parce qu'en fait, en gros, la stratégie, c'est même plus une stratégie. Les mecs roulent, donc c'est-à-dire que Visma roule pour épuiser je ne sais qui, Pogacar qui est en roue libre derrière, qui se permet en plus d'enlever les mains de son guidon alors qu'il est en pleine montée derrière Vingegaard, donc à quel point il est facile. Ça sert à quoi de rouler comme ça? Il faut avoir une autre tactique, il faut essayer quelque chose, je sais pas. Mais en fait, juste rouler pour rouler, éliminer tout le monde, c'est bien. On part du principe chez Visma que les défaillances anciennes de Pogacar sur le Tour ont été suite à une asphyxie, à un rythme élevé durant toute une journée longue, pentue, avec du dénivelé, avec de la chaleur. Je pense qu'on a misé sur ça. Hier, il faisait chaud. On en a parlé pendant l'étape. Tous les suiveurs en parlaient que voilà, Pogacar, sur de la grosse chaleur, sur une grosse étape de montagne, c'était peut-être là où il était le plus vulnérable. Et je pense que si Visma l'avait pas fait, aujourd'hui, on aurait fait un podcast et on aurait dit mais pourquoi ils ont rien fait hier? C'était là où ils pouvaient, machin. Tu peux pas leur enlever le fait d'essayer quand t'as les armes. Moi, par contre, ce qui m'a juste embêté, certes, ils roulent, il n'y a pas de problème, c'est leur tactique, c'est que Vingegaard, une fois qu'il était sorti, que Pogacar était dans sa roue, il a continué à rouler. Très fort et il a quand même un aperçu en Pogacar. Mais parce que Vingegaard, James, tu vas pas me contredire, Vingegaard c'est pas un grimpeur d'à-coup comme l'était Contador, comme l'était Rasmussen à une époque. On parle de trucs que des beaux coureurs. Mais enfin voilà, Vingegaard a toujours été un grimpeur sur le temps long, sur du rythme, sur du lissage extrêmement puissant, certes, mais ça a jamais été un coureur d'à-coup. Donc c'est normal qu'il ait essayé de l'asphyxier comme ça hier. Il faut se rendre à plusieurs évidences. C'est-à-dire que Poggi, cette année, il est plus fort qu'en 2023. Je veux dire, les données de puissance parlent pour lui. Parce qu'on voit au Giro. Vingegaard, il n'est pas beaucoup moins fort que l'an dernier non plus. Exactement, mais c'est surtout Poggi qui est plus fort que l'an dernier. C'est tout, ça s'arrête là. Et en plus, deux facteurs. Son équipe est plus forte que l'an dernier et la Visma est moins forte collectivement que l'an dernier. Donc, au final, il n'y a pas grand-chose à faire. Et la seule stratégie, et Théo le dit si bien, les seuls moments où Poggi a été humain dans sa carrière jusqu'à présent, c'est avec cette asphyxie imposée par la Visma. C'est le seul schéma qui peut marcher sur ce garçon, il faut s'en rendre compte.
Et Vingegaard, pourquoi il continue à rouler, à appuyer sur les pédalières? C'est dans l'espoir de le faire craquer à l'usure. Mais il n'y a rien à faire. C'est la raison du plus fort. Il est le plus fort. Il y a rien à faire. Et oui, les écarts sont monumentaux, hein, avec le quatrième qui est déjà à 10 minutes. Bon, certes, c'est un équipier, ça compte aussi, hein, évidemment, mais C'est ce qui est fou, Johan, par rapport Almeida à l'étape était d'hier, c'est que 8e. quand tu regardes les écarts de l'étape, de la montée, C'est un classement général. tu as l'impression que c'est un classement général de fin de grand tour. Ce que fait Pogačar hier est complètement ahurissant. Oui, maintenant en 2023, je me suis un petit peu amusé à regarder. En 2023, l'an dernier, 8e. le 9e, après 2 semaines, il était déjà à 14 minutes. Oui, donc, mais mais c'est dans la Almeida, continuité 4e. de ce que sont les Tours de France depuis 3 ans. C'est-à-dire, en fait, voilà. deux extraterrestres, et encore derrière, le niveau est extrêmement élevé, il ne faut pas l'oublier. Hein. Rodriguez, Evenepoel, ils sont à Landa, ils sont à un niveau. Landa au niveau de Pantani 98. Voilà, donc ils sont exceptionnels. Hein. Bon, alors, faut tempérer les comparaisons. Mais non, mais je dis ça pour rigoler, évidemment. Mais non, mais on fait passer des mecs qui sont 5-6e pour des mecs lambda. Mais le niveau, il est fou. D'ailleurs, je voulais. Donc, je disais juste que Almeida, 4e cette année, aurait été 8e l'année dernière. Mais bon, après, là, il y a eu une stratégie de course différente. Je voulais aussi venir parce que je disais. Puis le tour était différent l'année dernière. C'est ce que je disais. Tracé différemment. C'est quand même pas. C'est difficile de comparer des tours d'année en année. Je voulais aussi faire une mise au point aussi par rapport à des personnes qui vont nous poser la question dans le chat souvent ou en commentaire. Nous ne sommes pas scientifiques, nous n'analysons pas les données, même si je sais que la team adore ça, qui fait partie de la team. On ne va pas parler de dopage ici, on ne va pas dire Pogačar absolument est dopé et tout. Nous, on fait qu'analyser ce qui s'est passé. On ne pourra pas dire un tel est dopé parce qu'on n'a aucun élément. On le répète d'ailleurs, ça fait quand même plusieurs années qu'on fait le podcast, qu'on n'est pas sur ce créneau-là. Il y en a d'autres qui le font très bien, d'autres émissions qui le font très bien, qui disent ouais, c'est un peu suspect, etc. Nous, on est, encore une fois, à part si vous voulez... Moi, hier, j'ai fermé l'étape, j'ai fermé l'ordinateur et j'étais quand même très triste. Bah oui, non mais c'est clair. Après, on peut dire, on n'est pas aveugle, J'ai eu le même effet que Combloux, voire même pire, je pense. Parce que même si c'est complètement irrationnel de comparer un contre-la-montre et une étape en ligne, mais... ça m'a fait exactement le même effet. Voilà. On peut douter. Moi, je n'ai pas de problème avec ça. On peut douter. Je peux rebondir sur ce que dit Théo, je pense que ce qui s'est passé hier, et le terme est sorti, c'est irrationnel, en fait. Tout ce qui se passe hier, les chiffres, le temps d'ascension, c'est complètement irrationnel. C'est-à-dire que on a quand même les comparaisons sont évidemment pas tout à fait pertinentes, mais faire cette montée-là dans un temps pareil, c'est quand même tout ce on peut dire ce qu'on veut, les comparaisons n'ont aucun sens, mais c'est factuellement, en termes de puissance, la plus grande performance de l'histoire, en tout cas au moins du XXIe siècle, en termes de puissance. De tous les temps. Tous les temps, certainement, mais c'est un truc de fou. Ouais. Donc voilà, ça s'arrête là. C'est ce qu'on a vécu ce week-end, déjà avec les records battus la veille et là aujourd'hui. Ce sont les performances. Alors chacun mettra l'adjectif qu'il veut. C'est extraordinaire, c'est pas incroyable, c'est pas crédible. Chacun se fera sa propre opinion, mais ce qui est sûr, c'est ce qu'on a vécu ce week-end. C'est le truc le plus incroyable, en tout cas le plus fort, en termes. Mais d'ailleurs, c'est pas qu'hier, c'est le week-end pyrénéen en lui-même qui est complètement irrationnel d'ailleurs. Hein. Alors certes, on a beau dire, j'ai dit tout à l'heure que c'était le massif qui convenait le mieux à Pogačar, ce que je pense est vrai, que ces pentes des Pyrénées lui conviennent mieux que l'école des Alpes, etc. Ça, ok. Et moi, ce qui m'interroge, c'est que, ok, tu peux battre le record de Pantani, mais hier, il le bat pas, hein, il le broie. Ils sont pas le battre, c'est le broyer. Voilà. Et surtout, moi, et justement, je guette ça, moi, à toutes les arrivées, c'est que moi, j'ai des souvenirs d'arrivées du Tour 2016, 2017, 2018, où tu as Bardet qui met 10 minutes à se remettre de son effort après un contre-la-montre, après une montée où il est allé très très loin dans ce qu'il peut faire niveau physiquement. Moi, je vois Pogačar passer la ligne hier à plus de 35 km/h. Une bouteille d'eau. J'ai l'impression qu'il peut prendre le départ des séries du 400 mètres des Jeux Olympiques dans une semaine, juste derrière, quoi, si tu veux. Il y a une petite bouteille d'eau. Cette capacité de ne jamais être
de ne jamais puiser finalement. Alors c'est peut-être une vitrine aussi, c'est peut-être qu'on entraîne aussi une espèce de contre-offensive du langage corporel, mais quand même, tu as l'impression que tu aurais 2 cols derrière, c'était pas un problème, quoi. Je crois. Oui, c'est un peu ça aussi parfois qui en fait, quoi qu'il arrive, cette étape-là, elle ne peut pas laisser indifférent et dans tous les cas, elle doit amener au moins à se poser la question: «Est-ce que ce 39-50, est-ce qu'avec ce cyclisme moderne-là, qui s'est amélioré, avec ce matériel, la nutrition, les entraînements, le revêtement, heu, tout ce qui est Et James, le médecine, de quoi? non mais je veux dire, tous les facteurs, hein, les uns après les autres, si on les additionne tous, est-ce que ce 39-50 peut être euh, explicable ou pas? C'est-à-dire, c'est juste ça. On ne parle même pas de dopage. Est-ce qu'avec tout ce qui existe à l'heure actuelle en 2024, est-ce qu'on peut arriver objectivement à un temps pareil avec tout ce qu'on a à l'heure actuelle en termes de protocole de récupération, d'alimentation, etc., etc. C'est ça la question. Est-ce Je que rappelle que c'est cet effort-là, objectif? quand même, on est après plus de 4000 mètres de Oui, dénivelé oui, positif oui. durant l'étape. Avec les On n'est facteurs, pas bien sur sûr. en côte, Tout plate à avant. fait. Il y avait le vent Mais dans le dos. justement, Il y avait le vent dans le dos quand même. Faut prendre. ouais. Non, mais c'est vrai que on peut largement s'interpeller, etc. Mais si quelqu'un arrivait à se pencher là-dessus, vraiment sur tout ce que disait James, ça serait super parce que souvent on note juste Il y en les. a, ça existe. Hein. Ouais, mais Bon, pas il y en a aussi qui sont poussé. plus ou moins Ouais, mais par positions. rapport juste au nombre de Maintenant, kilowatts, etc. Développer maintenant, un il faut truc quand même dire les quelque chose. 9,58 de Usain C'est Bolt, voilà, ils comparent un ça peu n'est à tout ça. pas juste un phénomène isolé. C'est-à-dire que ce qu'on voit hier, c'est finalement la conséquence d'un phénomène qui se passe depuis plusieurs années. Les records d'ascension sont pulvérisés les uns après C'est les le autres. post-Covid, hein, finalement. C'est Voilà, le post-Covid. post-Covid, il s'est certainement passé quelque chose. Ça, c'est mon hypothèse. Au Covid, on s'est fait, à mon avis, voilà, quelque chose. On a testé peut-être des autres protocoles qui sont peut-être encore interdits. Ça, il faut évidemment le prouver. Néanmoins, ça n'est pas juste un ciblage sur un coureur en particulier. C'est pas parce que voilà, c'est Poggi avec son 39,50. C'est-à-dire que Vingegaard, par exemple, a également pulvérisé le record de Pantani hier. Donc, c'est un C'est pour ça que cyclisme. je dis que Vingegaard, Voilà, il n'est pas moins fort que il l'an est. dernier. Ce qui est sûr, c'est que le niveau, à quoi qu'il arrive, augmenté par rapport à 1998. Je veux dire, c'est pas le même vélo. Ça, c'est indiscutable. Donc, maintenant, en 2024, on est plus à même de faire ces temps-là qu'avant. Ça, c'est factuel. Donc, il faut quand même pas l'oublier. Maintenant, est-ce est-ce que certains flirtent avec la limite ou la dépassent? Ben, c'est finalement la seule question qui reste. Parce qu'il faut bien dire hein, que tous ces gars-là flirtent avec une certaine limite Bien sûr, du raisonnable. Hein. bien sûr, Voilà. Hein. tous Tu te rappelles ce qu'on évidemment. s'était dit sur le Tour 2020 post-Covid où déjà les performances étaient très hautes? Ouais. On avait mis ça sur le compte ils n'ont pas couru depuis 6 mois, ils sont frais, tout le monde a pu s'entraîner, tout le monde a pu refaire du jus, moins de tension, moins de stress. J'ai l'impression que ce temps-là, il est complètement révolu. On est passé à autre chose. Il y a eu une rupture complète à partir de cette année-là. Et surtout, Et les c'est- arguments qu'on avait à l'époque, mais il faut rigoler maintenant, si tu veux. et surtout que tu vois des coureurs, on fait souvent une comparaison avec Romain Bardet qui dit j'ai jamais été aussi en forme, mais même des David Gaudu qu'on voit cette année, des Guillaume Oui. Martin, etc., qui sont en train de reculer dans la hiérarchie, c'est-à-dire qu'ils sont moins forts, même si on sait qu'ils sont très forts, hein, la Almeida, Yates, etc., qui sont moins forts que des mecs qui roulent pendant les montées, etc., et les mecs qui reculent petit à petit. Et tu te dis, je pense pas que les mecs sont en train dans une pente descendante, ils sont certes en train de stagner peut-être ou pas, ou progresser qu'un tout petit peu par rapport aux autres, mais c'est juste qu'on a l'impression que vraiment, il y en a qui reculent beaucoup. Et je dis pas que les Français, hein, il y en a d'autres aussi, hein, évidemment. Tu vois, on se fout de la gueule beaucoup du tour de Guillaume Martin, mais le pauvre, il est 16e du général, c'est une performance immense. Bah, c'est peut-être que, en tout C'est, cas, il est dans une performance qui est cohérente avec son niveau, avec la constance qu'il affiche depuis quelques années. Et bon, je traîne un petit peu sur les réseaux sociaux et c'est vrai que je vois passer son nom de temps en temps pour soit un petit peu railler le fait de se battre pour un général d'un top 15 ou d'un top 20. Mais le pauvre Guillaume Martin, je ne sais pas ce qu'il doit se dire dans sa chambre d'hôtel, mais
fatigant, quoi. moi, J'ai l'impression qu'on ne doit pas faire le même sport, quoi. Maintenant, il y a aussi un détail Ouais. par rapport à ce cyclisme à deux vitesses, c'est aussi au niveau des budgets. On voit quand même que voilà, ce sont les équipes de pointe qui, avec les coureurs tels qu'ils sont, mais ce sont quand même ces équipes-là les plus riches qui arrivent quand même Ouais, mais c'est à pas ton équipe qui te fait aller à 35 km/h sur du 9%. Non, 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 mais je veux dire, c'est tu eux pas qui ont non plus potentiellement plus les ressources pour amener des protocoles d'entraînement, je parle même pas de triche, d'entraînement, de suivi plus poussés qu'une équipe qui a un peu moins de budget. Ok. On travaille, hein, je veux dire, il faut essayer On disait ça à Armstrong, qui s'entraînait le mieux, que Ouais. son équipe était la mieux organisée, etc. Ouais. Ouais, ouais, voilà, j'essaie. J'ai l'impression Je ne suis qu'on- pas naïf non plus, hein, attention, Ah je ouais, suis non, mais pas. je sais. Mais mais- c'est pour alimenter la discussion, c'est-à-dire que même dans ce qui se fait médiatiquement, etc., on a toujours dit, quand on a fêté les 20 ans de Festina, qu'on avait un petit peu appris des leçons ouais, du on avait rayé passé. tout ça, Moi, ouais. j'ai C'est des interrogé conneries. beaucoup de gens, des journalistes de l'époque, où on se dit, ils me disaient, je pense qu'actuellement, on referait plus les mêmes erreurs qu'on a faites, machin. Moi, j'ai lu l'équipe aujourd'hui. Il y a la mention du record de Pantani, et c'est tout, quoi. Ouais. C'est tout. Bah, Et je sais pas comment me positionner par rapport à ça, hein, mais je trouve que on est un peu dans une situation qui est similaire à celle qu'on avait il y a 30 ans, quoi. Après, ils sont, encore une fois, je vais faire comme Armstrong à l'époque, hein, ils sont tout le temps contrôlés et tout, à voir. Évidemment, on n'accuse Ouais, personne mais de tu sais, triche, c'est quoi le mais- dernier contrôle positif sur les routes du Tour? Je veux dire, il remonte, hein. Christian Morini, je sais pas, j'en sais rien, je dis n'importe quoi, la Non, Cofidis. c'était lui. Bah, t'étais pas loin. C'est Paolini, je crois, en 2012. ouais, Et encore, à la c'était la cocaïne. cocaïne. Ah, c'était la Ouais. coke, mais Ah, oui, bien sûr. Et Ouais, le dernier d'avant, c'est Schleck. Bon, Donc, c'est pas bon, et d'ailleurs, tout ce qui est sorti après, ça a été quand même, il faut le Non, dire, mais bien soit sûr, des témoignages, soit une enquête il faut policière. aller. Mais bien sûr, il faut être cohérent. C'est pas avec les contrôles antidopage qu'on va trouver les raisons, l'explication, hein. Je veux dire, les contrôles antidopage, déjà à l'époque, ils étaient au-dessus. Je veux dire, les mecs savaient comment les contourner. Il faut pas croire qu'en 2024, ils ne savent plus comment faire, hein. En 2024, ils savent toujours peut-être encore mieux les contourner qu'avant, hein. Ça- On va clore le débat Voilà. juste sur une phrase Ouais. de Samish qui est dans le chat qui dit « Je bosse actuellement Ouais, dans la c'est intéressant. caravane et il y a énormément de problèmes au niveau de l'organisation à cause de la course qui derrière va beaucoup trop vite. » Ça, c'est juste marrant. Mais c'est vrai que du coup, normalement, la caravane passe avant, évidemment, pour que les coureurs... Oui. Mais c'est vrai que je l'ai dit puissent sur avoir X, le moi je trouve la communication du Tour extrêmement risquée également aussi. Alors, ils peuvent pas faire autrement, hein, Voilà. parce qu'ils vont pas casser leurs jouets, mais Ah non, ça c'est clair. il y a des publications que tu peux un peu plus modérer que ce que moi j'ai vu durant la semaine. Ça, c'est pour le côté communication et marketing, mais attention au boomerang, quoi. Ça peut être sévère quand même. Bon, on va avancer dans le podcast parce que c'était très intéressant la discussion, c'est pour ça que je l'ai laissé passer, mais il y a quand même des choses à dire parce qu'on a James aujourd'hui avec nous, on a quand même Remco j'allais dire, sur le On va podium. parler du Tour de l'Inde, du coup. Bah oui, on va parler de Remco quand même, qui est le troisième homme, qui, pour moi, hein, je te le dis clairement, je pense il a fait la semaine parfaite ou quasi parfaite. Ouais. Je trouve que même depuis le début du tour, il a une gestion qui est quand même incroyable, ce qui n'était pas le cas dans les derniers mois, les dernières années. Il a une gestion parfaite. Certes, il est loin, mais il est sur le podium et tu as l'impression que voilà, il est au max et il maximise tout, pardon. Je sais pas ce que tu penses. Il est loin, de mais Remco. prêt en même temps, tu Ouais, vois. voilà. D'ailleurs, il est encore à 2 minutes de Vingegaard. On ne sait pas ce qui peut passer, hein, avec un dernier chrono, etc. Il dit qu'il est. Ça, c'est mon espoir, je t'avoue, c'est mon espoir de la troisième semaine Ah. aussi, qu'elle soit un peu D'avoir un Remco qui essaie de animé. grappiller. C'est que pour l'instant, Remco, même s'il fait un immense Tour de France, attention, mais je sais qu'on peut pas faire grand chose par rapport aux Armadas là, mais pour l'instant, on n'a rien vu de très offensif, si ce n'est son attaque dans les chemins, sur l'étape des chemins blancs. Finalement, on n'a pas vraiment vu un Remco offensif pour l'instant. Et moi, mon petit espoir, c'est de voir. Voilà, il a de la marge derrière avec Rodriguez pour la troisième place, avec Yates et Almeida et tout ça. Donc voilà, c'est mon petit espoir, j'avoue, de troisième semaine. Bon, qu'est-ce que tu penses de Remco, James, alors de son premier Tour de France, quand même, il faut le rappeler. Théo a dit quasiment tout ce que je pense, c'est-à-dire que non, mais vraiment, c'est-à-dire que Remco gère son effort pour l'instant à la perfection. Il a très bien compris où était sa place, c'est-à-dire que voilà, par rapport à Poggi, rien à faire. Il avait l'espoir de concurrencer le Danois pour la deuxième place. Il l'avait déclaré. Peut-être que je vais pouvoir moi-même maintenant attaquer Vingegaard. Bon, là, hier, ça a calmé, hein, voilà.
bon, il se range pour la 3e place. Hein, le podium, c'est son objectif. Il est sur un tableau de route qui est parfait, sauf grosse défaillance qu'on ne peut pas exclure non plus avec Remco Evenepoel. Attention quand même. Hein, pour l'instant, c'est parfait, mais on a toujours eu un petit jour sans aussi. Tu peux pas l'exclure chez Jonas non plus. On ne peut pas l'exclure non plus. On peut l'exclure pour personne, finalement. Hein, voilà. Mais on a l'impression on a moins peur que d'habitude, je trouve. Enfin, en le voyant, et après, ça veut rien dire parce que c'est de la façade, mais je trouve qu'on a moins peur parce qu'il a l'air de pas s'économiser, parce que tu t'économises pas vraiment, mais de faire vraiment en sorte qu'il ne pète pas ce jour où il pète d'habitude. Bah, il court avec sa tête aussi. Hein. Il court pas vraiment... Alors, Théo le dit, il manque un petit coup d'offensive, mais il court pas vraiment à l'instinct. Il court vraiment avec sa tête, avec ses jambes, et il s'écoute, quoi. C'est-à-dire que, ouais, non, là, attends, je peux pas, ça sert à rien d'aller suivre les deux là. Je calcule mon effort, et c'est le 3e homme. Et puis c'est tout. Et effectivement, Remco nous a habitués depuis le début de sa carrière à des grandes offensives en solitaire, etc. C'est vrai que la petite cerise sur le gâteau, ce serait un petit coup de folie. Voilà, pour nous faire vibrer, attaquer peut-être une fois de loin, prendre un risque, quoi. Mais quand même le chrono en fin de 3e semaine, enfin en dernier jour à Nice, si tu te rapproches à 1 minute. Ouais, c'est ça en fait. De Vingegaard sur un coup que tu peux faire par exemple sur l'étape des bordures, hein, on ne sait jamais. Hein. Même si j'y crois moyen parce que la Visma quand même est très encadrée. Maintenant, T'en sais rien. Mais... 2 ou 3. Ça te met quand même une autre. Mais même psychologiquement pour la suite, le fait de battre un des deux. Ouais, mais oui, je suis d'accord. Mais le plus grave, ce serait de perdre cette 3e place. Aussi, oui, bien sûr. Après, faire 4, ça, ce serait la cata. Ouais, parce que être à côté des meilleurs, être à côté des deux, là, c'est l'objectif. C'est déjà ça le plus important. C'est ça le plus important pour lui, au niveau de son ego. Ce sera d'être avec les deux là sur la boîte. Et avec ce maillot blanc il ne va pas, et oui, avec son beau maillot blanc, et il ne prendra aucun risque parce qu'il peut très bien se planter, hein, et jouer la carte de l'offensive et tout perdre. Il y a de la marge, certes, mais on peut aussi hein, tu dis Imola 2000, on peut prendre une belle cuite, hein, donc faire attention. Isola. J'ai dit quoi? Imola. Non, je mélange les sports. C'est pas grave, c'est parce que tu commandes tous les sports. Ah, mais c'est des Formule 1 de toute façon, oui. Alors voilà, c'est le même sport. Bravo, très belle transition. Comparaison, pardon. Tiens, en parlant je voulais dire de transition, et on me demande s'il perd sa 3e place, Remco, vous voyez qui a sa place? C'est juste pour parler un petit peu des autres. Almeida, il fait du Almeida, c'est-à-dire qu'il l'a lâché assez tôt, mais après il revient au fur et à mesure. Ouais, mais c'est exceptionnel ce qu'il fait hier. Ah ouais, non, mais c'est n'importe quoi. Mais il va plus vite quand il est. C'est fou quand même. C'est le seul coureur qui va plus vite quand il est lâché que quand il est dans un peloton, quand même. C'est incroyable. Il y a Rodriguez derrière, puis derrière, c'est quand même très loin. Landa, très fort. Hein. Landa, très fort. Très énorme. Ouais, beaucoup plus fort que je l'aurais imaginé sur ce tour-là, en tout cas. Après, il risque de perdre du temps sur le chrono, hein, quand même. Ouais. Et il peut pas perdre. En fait, tu as cité le nom, hein, Almeida, c'est sur base de ce qu'il montre, vu son niveau. C'est lui qui va prendre la 3e place. Je dirais qu'il a quand même un léger avantage sur Rodriguez. Et au chrono, il est plus fort que les deux autres qu'on a cités. Hein, donc, et Landa, c'est dommage parce qu'il a un très bon niveau, mais il peut pas forcément. Enfin, quand je dis aider, attention, parce qu'il aide quand même. Mais tu sais, pour l'instant, il n'a pas eu besoin de faire quoi que ce soit véritablement. Landa. Il y a un débat, par contre, au niveau ici en Belgique, au niveau de Landa. Je dis pas qu'il est contre Remco ni ne l'aide pas. Je pense qu'il ramène les bidons aussi, etc. Mais là, qu'est-ce qu'il peut faire de plus, Landa? Le point de vue ici de certains par rapport à l'étape d'hier, c'est-à-dire que quand on regarde le classement de l'étape d'hier, Landa finit à 1 minute de son chef de file. Ouais. On se dit que s'il finit à 1 minute, c'est qu'il aurait quand même pu à un moment donné l'aider un peu dans cette étape et potentiellement essayer de réduire l'écart par rapport aux deux premiers. Hein. Voilà, c'est le point de vue, parce que là, finalement, il y a des voix où, et moi je pense quand même un petit peu ça, que Landa fait un petit peu sa course quand même en cachette, malgré tout. Et c'est compréhensible, hein, parce que Landa, c'est quand même un champion. Je pense que au niveau de la structure autour de Remco, ce qui lui manque vraiment encore ici par rapport à ce Tour de France, c'est vraiment le mec qui... il lui manque un CUS, quoi. C'est-à-dire, il lui manque vraiment ce lieutenant, à 100% lieutenant et pas co-leader. C'est un peu ça qui lui manque sur ce Tour, je trouve. Mais bon, faut pas... Valentin Paré-Peintre arrive.
Ouais, oui, c'est vrai qu'il y a pas mal de rumeurs. Il y a d'autres Français aussi qui vont aller dans d'autres écuries. Ça sera pour l'attaque, on n'attaque pas. Juste, je voulais terminer parce qu'on a parlé de beaucoup de choses. Donc, on a dit pour le maillot vert, c'est plié. On a eu Philipsen gagner, heureusement, parce que ça va mieux du côté d'Alpecin. Tout est plié, Yo, me cherche pas des trucs. Van Aert, le super compétitif, l'équipier du Tour, tu peux aller me chercher des trucs. Si non, il y a encore un. Ah non, même le super combatif, il n'y a plus d'espoir de suspense. Ah oui, évidemment. Ça, c'est clair que, à part s'il s'abandonne, évidemment, mais sinon. Homme de la semaine, déception de la semaine, on fait ça à chaque fois, juste très rapidement. Moi, j'ai mis Ben Illy en homme de la semaine, j'ai bien aimé, il a été offensif un peu tout le temps. Et ma déception de la semaine, c'est pour vous aider, Henrik Mas, parce que bon, là, il a complètement lâché là. Même en montagne, il n'arrive plus, donc voilà. C'est bien triste. Si vous avez autre chose, il n'arrive plus, il était devant hier quand même. Hein. Oui, mais bon, il était devant, mais Henrik Mas. Mais moi, j'ajouterais plus fort. Mais c'est pas sur la semaine, c'est sur ces 2 semaines finalement. Moi, je suis très déçu d'un Tobias Allan Johannessen. Je suis désolé, mais vu ce qu'il a montré par le passé, le mec là, cette année, il avance. Enfin, en tout cas, non, il avance plus. Ça a été compliqué cette année pour lui. Hein. Il a été blessé longtemps. Ouais, je sais bien. Mais j'espérais un petit peu plus quand même par rapport à ce qu'il a montré les dernières saisons. Je suis un peu frustré. Mais bon, voilà, ça s'arrête là. Bon, Théo, quelque chose à rajouter? Moi, j'ai mis ça comme ça, mais si tu as... Non, mais un peu dans la continuité, on parle beaucoup du NoX, mais heureusement qu'ils ont Abrahamsen, parce que sinon, c'est quand même, comme tu l'as dit avec Johannessen, ça reste assez discret le reste. Kort, sur des étapes qui lui correspondaient un petit peu, on l'a pas vu. Rasmus Stiller, pour l'instant, c'est moyen. Varenskold, ça n'a pas été ouf. Je l'avais pris, moi, dans la fantasy. Je pensais qu'il allait faire les sprints et rien du tout, en fait. Il était tellement Christophe, il se fait bouffer maintenant sur les sprints massifs, donc... c'est normal. Oui, c'est normal, mais heureusement que pour moi, c'est le Abrahamsen qui cache la forêt. Quoi. Ah ouais, il est énorme, lui, par contre. Hein. C'est un des... si, c'est un peu le Derek G du Giro de l'an passé. Le mec, il est partout. C'est une machine, quoi. Derek G. Et puis moi, je l'avais dit en première semaine, si tu me parles de déception, ça reste Pitcock pour moi aussi. Parce que, oui. En plus, il a les tours se suivent et se ressemblent malheureusement pour lui. Je suis plutôt fan du gars en plus. Enfin, il me dérange pas du tout. Je trouve qu'il apporte quelque chose au panorama du vélo. Mais là, je sais pas si c'est une obsession, mais sa détermination à vouloir briller coûte que coûte sur les routes du Tour, alors que je pense vraiment que forcément une course qui lui convient. Alors évidemment, il y avait les jeux aussi pour préparer le VTT, etc. Mais voilà, je trouve qu'il se perd un peu à en faire qu'à sa tête un petit peu aussi. Donc, il y a une question que moi je me pose par rapport à hier aussi, c'est combien de temps Roglic aurait perdu hier s'il avait été là. Moi je pense, je te le dis sincèrement, je pense qu'il aurait été peut-être avec Rodriguez ou avec Landa ou quelque chose comme ça. Et encore Landa, c'est pas si grave. Mais bon, ça c'est une autre histoire. Oui, c'est vrai qu'on a perdu Roglic, évidemment. On n'en a pas parlé, mais bon, il tombe tout le temps. Donc, et moi je serais Pogacar, j'irais sur la Vuelta, comme ça. Ah ouais, le triplé, mais c'est beaucoup demandé sur les réseaux en disant bon, même à 90%, il peut gagner. 2-3 jours de récup. Après, il y aura peut-être Vingegaard qui va y aller aussi. Mais bon. Mais tu vas sans rien faire. Tu vas même pas besoin de refaire un stage d'altitude ou machin. Tu vas comme ça à la forme. Tiens, il y a une petite place. Puis en plus, c'est vraiment très curieux. Juste pour que la blague aille jusqu'au bout, tu vois, on est sorti d'une saison Visma l'année dernière. Autant qu'on pousse le truc jusqu'au bout. Hein. Ah bah moi, il a plus à... Pour la blague, ce serait très drôle quand même. Mais il a beaucoup plus à perdre qu'autre chose. Hein. S'il le fait, ce ne sera pas salué, ce sera décrié, mais comme un point jamais vu, je crois, dans l'histoire du vélo. C'est la pire chose qu'il pourrait faire. Attends, personne ne va y croire. S'il le fait, s'il y arrive. Il va pas. S'il est malin, il fait 3-4. Si le malin, il fait 2-3-4. S'il est malin, justement, il montre qu'il est un peu humain cette année, parce que sinon, s'il vient planter les 3 grands tours, 3 grands tours, plus après le Lombardie derrière. Ça suffit quoi. Les JO entre temps. Bon bref, allez, on attaque pas maintenant. On passera aux Français et aux Belges. J'ai laissé une petite place pour les Belges évidemment, mon cher. Oui, merci. Attaque de Pierre Roland encore une fois. Personne ne réagit. Alors. Qu'est-ce qu'on a eu d'autre? Vous savez qu'il y a un autre grand tour en parallèle, le Tour d'Italie féminin avec la victoire de Longo Borghini devant Kopecky. Labous termine 5e, notre française. Il y a le Tour de l'Ain en ce moment, Théo, figure-toi. On a appris aussi qu'Astana... Et c'est du vélo, hein. C'est du vélo, du vrai vélo. Astana allait avoir un 83 partants, c'est ça? Bah, il faut qu'il y ait du monde. Non, j'ai aucun problème avec ça. Moi, j'ai juste un problème
avec. Mais pourquoi cette date? Pourquoi C'est le calendrier, bien sûr. Il faut bien que des oui, gens c'est les jeux, fassent un c'est- petit peu de c'est- route un peu avant Oui. la Vuelta. Oui, non oui, mais c'est un peu triste. Moi, je sais pas, je comprends pas parfois l'obstination de certains à vouloir quand même l'organiser. Euh, voilà, fait une année de transition, fait l'impasse un an et revient plus fort l'an qu'a prochain. fait Je la sais pas. route c'est ce qu'a fait la route d'Occitanie, par exemple, qui n'a pas eu lieu cette année. Donc, Dire bon, après, 83 pour heure. ça reste une course qui a sa place parce que les mecs qui sont, j'en parlais aux commentaires, les mecs qui sont à la bascule pour aller préparer la Vuelta, il faut quand même des courses. Si tu veux, la Pologne a été décalée, par exemple, qui est Oui, je parfois suis un passage d'accord. obligé avant la Vuelta, mais là, elle a été décalée, ce qui fait que l'arrivée du Tour de Pologne cette année est 5 jours avant le départ de la Vuelta. Ouais, Donc, donc il y aura personne aussi. Ouais. c'est Ouais, mais quasiment bon, impossible. est-ce que tu as quand même des gars ici autour de l'un qui vont quand même avoir des grosses ambitions à la Vuelta? Je sais pas forcément. T'as une équipe IF qui est solide. Ouais. Il y a Oui, eu non, mais Carty, on il y est a eu- d'accord, on est sur du 5e rideau, mais ça Yoker permet à qui- Victor Mais bon, Lafay de faire sa reprise. il à en faut Geoffrey pour tout le Bouchard de monde. faire Il sa en faut reprise. pour tout le monde. Mais oui. Et cette épreuve est bien organisée, il n'y a pas de souci. Mais ça doit être triste quand même pour les organisateurs parce qu'organiser une course, punaise, qu'est-ce que c'est le parcours du combattant? Et quand tu as 83 partants, en plus, pendant le tour, etc., tu sais que tu n'as quasiment aucun média enfin, je veux dire, sur Pour ta course. écouter, c'est difficile. Encore heureux que c'est télévisé et que ça te permet d'avoir des piges. Mais pouf, c'est pas facile, quoi. Beau résumé de la part de James. Mais tu vois, t'es 83 coureurs et ça fait des courses un peu, ça fait des étapes un peu débridées, si tu veux, un peu. Ah oui, Tu vois, C'est la vrai. première étape qui est, moi le premier, hein, j'avais parié sur un sprint parce qu'il y avait quelques sprinteurs au départ et que Ah traditionnellement. ouais, j'avais dit Laurent Spiti va gagner facile au Exactement. sprint. Et finalement, c'est un mec de Trinity qui résiste jusqu'au bout et qui Browning. s'impose pour. Voilà, Exactement. Brony. Brownie, Donc ça fait des. Même hier, c'était sympa aussi. Hein. Bon, il y a certaines équipes qui ont fait n'importe quoi, mais c'était cool aussi. Donc moi, j'ai pris du plaisir, hein, franchement. On Bon. prend plus de plaisir que sur le tour. Hein. Je vais être On- très honnête. Hein. On va couper ton plaisir. Ah, Je termine oui, juste je sur sais. On n'attaque pas sur Astana qui va signer un partenariat avec l'entreprise chinoise XDS donc pour continuer son aventure au World Tour pour 5 ans avec les moyens dont on ne sait pas, mais a priori peut-être supérieurs à ce qu'ils ont en ce moment. En même temps, c'est pas World trop Tour, ça veut dire qu'il difficile. faut qu'ils mettent des points, du coup. Ouais, oui, parce que c'est compliqué. Peut-être à Outenko. J'ai vu 50 millions d'euros sur 5 ans. C'est possible, ça? Bah, c'est pas énorme, hein, 50 millions d'euros si je peux me Ça permettre. fait Parce que 10 je crois par que an. Hein. UAE, ils Je sais sont pas, à 50 à millions confirmer, par an. hein. On Ils sont peut à 5 peut-être millions par rectifier an. dans le stat, mais Je sais pas. Et juste, alors vraiment très rapidement, s'il te plaît, James, sur Kopecky qui grimpe très bien. même. Juste ça surpris ou pas surpris? Allez, t'as 15 secondes pour dire surpris ou pas surpris de Kopecky deuxième sur un grand tour, même s'il a déjà fait Non. sur le Tour de France. Mais... Non, pas surpris parce que, on a vu l'année passée sur le Tour Malais qu'elle était capable, et deux, le plateau de ce Giro n'était pas le plus faramineux. Faut bien dire la vérité. Mais néanmoins, l'avoir à 1 seconde au départ de la dernière étape, ça, j'avais pas imaginé quand même. Voilà. Ouais. Et donc Victor Longo-Borghini qui disait ouais tout le monde voyait Kopecky me battre et finalement je l'ai bien battu, donc ça lui a fait plaisir. On les reverra évidemment sur Après, c'est quand même le même Tour. style de coureuse quand même, hein, forte contre la montre, qui grimpe, qui progresse quand la route s'élève. Donc, Et quand Kopecky, Deni ça reste, arrive, franchement, ses performances en montagne, c'est de la folie. Elle a des cuisses 2 fois plus grosses que les miennes. Je veux dire, c'est 4 une mètres au costaud, sport aussi, hein, Kopecky. mais toi au Non, mais sport, c'est hein, terrible. t'auras peut-être plus de cuisses, hein. C'est vraiment, c'est quand même dingue, hein, ce qu'elle nous propose en montagne. C'est une dinguerie totale. Donc, il y a quand même toujours un caractère un peu surprenant. Et puis, ce qui est un peu bizarre, c'est ah non, moi je fais le Giro, j'ai pas d'ambition pour le général, et finalement, je me retrouve à 1 seconde du général. Ça, c'est un petit peu, voilà, c'est un peu bizarre. Ce qui lui a manqué, c'est surtout une équipe à la hauteur, hein, pour gagner ce Giro, parce Ouais. que l'équipe était un peu bis Et ça se du prépare. côté de SD Works. Hein. Donc, je pense que Kopecky va devoir un petit peu arrêter d'être sur tous les tableaux, faire de la piste, les classiques, les sprints, maintenant les grands tours. Il faut qu'elle cible un peu plus, parce que sinon, elle va passer à côté de certains objectifs. J'espère qu'elle ne s'est pas vidée et qu'elle va payer la note au JO. Moi, c'est ma grosse crainte maintenant.
Bon, merci James pour. C'était en 15 secondes. Ouais, c'était. Oh bah là, il y a 15 secondes, bien. C'est à cause de Théo que t'as relancé. C'est de sa faute. On passe à la dernière partie, les gars, parce qu'on pas longtemps. Hein, on va faire ça à moins de 10 minutes parce qu'il y a quand même un petit quiz pour vous. Ah, merde. Je sais qu'en plus dans le chat on attend que ça. Bah oui, évidemment, ça va parler Tour de France après. Allez mon petit, on en remet là, on en remet. Bon, là c'est le moment d'allumer la mèche, c'est le moment de faire quelques critiques, voilà, parce qu'on a Sur dit les beaucoup de Français. bien. Oui, il y a les Français, puis attends, pas que les Français, hein, il y a aussi les Belges, hein, parce que t'as l'Auto Destiny, merci bien. Alors, juste pour Bien commencer, envoyé. on commence par quoi? Tiens, la Groupama FDJ entre Gaudu qui arrive pas à peser sur les courses, mais qui va faire qui a tenté et qui va sûrement tenter de faire les poids, même si. C'est pas fini, Johan. C'est pas fini. Même si, bah oui, je sais, c'est pour ça. C'est pour ça que je dis pour l'instant déception parce qu'on le sent pas peser sur les courses et ça me fait de la peine parce que David Gaudu, on se rappelle quand même que c'est un coureur qui était capable de s'approcher même de très loin d'un podium du Tour de France, qui est quand même un mec qui est capable de faire un top 10 du Tour aussi. Et en fait, quand je le vois dans les échappées et galérer, même lorsqu'ils sont sortis avec Bardet la veille, même si tout le monde a galéré, hein, de pas avoir ces jambes qui permettent d'aller avec des Simon Yates, je sais pas moi, des Ollensen, etc. C'est ça qui me Je vous rappelle quand même qu'il a eu le Covid avant le départ non, du mais Tour. Ça c'est clair, mais après Poggi Pogacar aussi, aussi, le Covid, c'est ce que j'allais dire, ouais, mais bon, après on parle pas c'est juste qu'en fait moi ça me fait de la peine de voir ne pas peser du tout, d'être à ce point-là, d'être un mec on va dire lambda, alors que c'est quand même mais qui pèse, Johan, à part un Carapace. Ouais, Carapace c'est quand même au-dessus, l'étape d'hier, elle est plus, d'une tristesse. Allez, même moi qui suis belge, comme vous le savez, j'en étais triste. J'ai regardé l'échappée, mais justement, au moment où Simon Yates s'arrête de rouler et que Martin et Gaudu se font piéger, mais comme des débutants, mais c'était d'une tristesse. J'en avais mal au cœur pour vous. Un 14 juillet, vous avez enfin deux bons Français dans l'échappée. Et enfin, c'est Martinez l'autre. Ouais, c'est Martinez. Ouais. C'était d'une tristesse. Enfin, c'est catastrophique. Je veux dire, si en fait. Moi, mon point de vue, c'est si le Tour n'était pas aussi important pour la Groupama, ni Martinez et ni Gaudu sont au départ. Hein. Pour moi, je les fous tous les deux à la Vuelta. Hein. Martinez n'était pas prévu, mais Martinez, là, c'est terrible. Et Gaudu, avec son Covid, je le retire. On voit bien qu'il n'est pas au niveau. Là, je veux dire, quand on le voit galérer comme ça dans les échappées, mais déjà pour son ego, ça doit être terrible, mais en plus, au niveau de l'image, de son image auprès du public français qui est très critique, on le sait, mais c'est une catastrophe, c'est pas lui rendre service. Mais c'est le problème de cette équipe Groupama, de cette équipe française. Le Tour, c'est tout dans la saison, et le reste, on s'en fout. On voit bien avec la Vuelta. Mais Martinez et Gaudu, on n'aurait pas dû être au départ tout court de ce Tour de France. Ils auraient dû faire le tour de l'Ain, c'est ça que tu veux dire, pour le plus grand bonheur Exactement, de Théo. bien sûr. Bon, on laisse la parole voilà. à Théo parce que je suppose qu'il y a des choses à dire sur la Groupama FDJ. On parle de Gaudu et Martinez, mais aussi des Madouas. Hein. On l'a vu à l'avant, mais pas forcément aussi dans l'allure. Madouas, c'est pas étonnant de ne pas les voir gagner au plateau de Bay. Non, mais ça c'est clair. Non, mais je veux dire dans les jours, les semaines, enfin les jours précédents, parce qu'on est qu'à 2 semaines. Mais qu'est-ce que t'en penses qu'est-ce que t'as pensé de tout ça? Est-ce que tu trouves ça décevant ou tu trouves ça normal? Voilà, c'est ça surtout la question, parce que ça se trouve, en fait, on fait un débat pour rien. Bah non, mais moi je suis absolument d'accord avec James. J'ai rien à ajouter de. Moi, on avait fait un podcast. Hein, ouais, pour dire, fallait pas mettre Martinez. Ou à la preview, j'avais dit, le mot est peut-être un peu fort, mais pour moi c'est une faute professionnelle d'abord d'emmener Lenny Martinez parce que même si le petit il a dit oui, on a quand même une pression derrière. Et il fait le gruppetto tous les jours, le mec. C'est terrible. Terrible pour Lenny Martinez de faire le gruppetto. Tu te retrouves avec Cavendish. Bon, j'abuse un peu, mais Cavendish qui grimpe mieux que Martin d'ailleurs, hein, d'après les statistiques dans le plateau. Ça, il faudrait quand même un peu enquêter parce que. Oui, bon, il prend une voiture ou deux, mais bon, bref. Non, mais c'est dur quand même. Un mec qui a eu de si bons résultats de se retrouver sur une étape, sur un grand tour. Mais c'est dur, mais ça n'a rien de surprenant. Moi, j'ai commenté le Tour de Suisse et son Tour de Suisse. Et en fait symptomatique d'un mec qui est en fin de cycle et qui a besoin de repos. Donc certes, sur des coups courts, il est arrivé à faire le match sur une montée sèche ou sur un chrono ou au talent et au moteur qu'il a. Tu peux être dans les 7-8 meilleurs grimpeurs, mais sur des étapes où comme ça et surtout où ça flingue, même sur les étapes entre guillemets de transition. Et c'est le gris. Là, je pense qu'il va poser le vélo à Nice, s'il arrive à Nice. Je lui souhaite évidemment de tout cœur.
Je pense qu'on va pas le revoir de l'année, Lenny Martinez, Ouais. ou peut-être en Italie à la fin sur les semis classiques, mais ce sera fini. Pas en fait. mieux pour pousser vers la est-ce sortie que en c'est plus. la réflexion de Madio pour justifier cette sélection, c'était de dire sur un coup il est capable de faire quelque chose, machin, etc. Et surtout, on est en mal de visibilité, donc on met tous nos leaders. C'était un peu ça. C'était un peu, on met tous les œufs dans le même panier. Mais un Lenny Martinez qui aurait joué un top 5 sur la Vuelta, alors certes, c'est absolument pas la même exposition, j'entends bien. Et, C'est pas cohérent. c'est pas cohérent Parce du tout, c'est pas cohérent sportivement, c'est pas cohérent mentalement. Parce- Et en fait, j'ai l'impression qu'il paye surtout, on va pas se mentir, il paye son futur départ l'an prochain ailleurs. Si tu mets tous tes leaders, alors Laurens Pitty doit être au départ aussi alors. Il est autour de l'un, mec. Et ça... Non mais il devait être au départ du tour alors. Parce que Laurens Pitty, c'est l'homme de la Groupama FDJ depuis le début de la saison. Soyons bien clairs. Enfin, je pense. Et pareil aussi, il n'est pas sûr de rester, ton Laurens Pitty. Ah bah non, il s'en va. C'est même pas sûr, c'est déjà. Mais on peut appliquer le même raisonnement à Laurens Pitty, que dire le mec s'en va, alors du coup on va le mettre sur le tour pour profiter de lui une fois aussi alors. Ouais. Mais surtout que j'ai l'impression quand même qu'on a voulu à tout prix que Martinez court son premier tour sous les couleurs de la Groupama FDJ. C'est l'histoire. Les futures couleurs de. Mais ça compte, mine de rien. On s'en souviendra de son premier tour. Donc oui, mais voilà, je vois pas, enfin, il y a aucune autre raison sportive que ça en fait finalement. Parce que c'est pas lui qui demande de faire le tour. Oui, ça c'est sûr, parce que sa saison avait déjà été calée. Autre équipe en forme aussi dans ce Tour de France, c'est la Cofidis. Alors magnifique avec l'Imboglio Cocard Zinglé. Je sais pas si vous avez entendu cette histoire avec le leadership qui était déjà normalement au départ, qui était pour Brian Cocard. Finalement, on lui a enlevé à mi-Tour de France pour le dire bon, finalement c'est vous deux, vous allez faire un petit peu ce que vous voulez. Cocard était un peu furax en zone mixte derrière, ce qui est tout à fait normal, tout à son honneur, mais voilà, il y a déjà des problèmes à Cofidis. En plus ils en ont perdu pas mal, des coureurs, Herrada, Izagirre, voilà, qui sont plus dans la partie. Au-delà de ça, au-delà des Français, c'est quand même les Espagnols qui sont décevants sur ce tour quand même aussi. On sait que Cofidis a une double orientation française et espagnole. Izagirre et Herrada sont sur le papier capables de faire beaucoup mieux que ce qu'ils... Alors bon, pour Izagirre, il y a eu des soucis de santé, etc. Donc, et puis, tu m'enlèveras pas le fait que pour des mecs espagnols comme ça, le Tour, c'est pas vraiment c'est pas leur guerre, comme dirait Rambo, c'est plutôt la Vuelta. Donc voilà. Pareil que la Groupama, on a voulu mettre les leaders pour avoir la meilleure équipe possible, et finalement, tu te retrouves avec une équipe qui est pas très cohérente. Et en plus, tu enlèves Alexis Renard. Encore que l'équipe avait. Moi, je trouve qu'elle n'avait pas forcément mauvaise allure, mais le problème, c'est ce système de points UCI qui fait en sorte qu'on se dit ouais, mais non, mais les gars, on a besoin de points. Il faut que vous fassiez votre sprint à deux. Voilà, c'est tout. Question comme ça. Qui a fait la meilleure place au sprint, Clément Russo ou Brian Cocard pendant ce Tour de France? Clément Russo a fait 7ème mieux que Cocard. Vous imaginez un petit peu quand même c'est ça qui m'a. Quand j'ai vu ça, je dis quand même c'est dommageable ce tour. Pour l'instant il n'est pas du tout réussi. Et autre coup de gueule concernant la Cofidis, je sais qu'on en a parlé ensemble par message, mais Guillaume Martin qui fasse 16e, moi il n'y a aucun problème là-dessus, 14e, etc. Mais jouer cette place, je trouve ça nul de devoir jouer cette place. On reçoit des communiqués de Cofidis, Guillaume Martin conforte sa place en top 20. Il est le seul à jouer ce top 20. Ouais. Il est le seul à faire. Enfin, le reste c'est des équipiers ou des coureurs. Mais c'est l'actu de ton équipe, tu parles de quoi sinon? Ouais, mais un Steph Kras qui joue le top 20, ça me dérange pas du tout. Voilà, par exemple, je sais pas, une équipe invitée, un Uno X qui les a jamais fait dans le top 20, ça me dérange pas. Ah. Guillaume Martin a quand même connu les top 10 dans le Tour de France, c'est pas qu'on ne doit pas se féliciter. C'est son niveau, il n'y a pas de problème. Mais c'est la manière de tourner le message qui ne va pas. C'est-à-dire que là, on a l'impression que Cofidis, c'est la première fois qu'ils sont invités au Tour de France. Et quand tu es invité pour la première fois, comme j'ai vécu le cas avec Wanty, là, tu peux défendre l'histoire du top 20 parce que le top 20 en Ligue des Champions, c'est cool. Mais là, c'est après toute l'histoire de cette équipe, parce qu'on ne parle pas d'une équipe qui existe depuis 5 ans. C'est Cofidis, quoi, putain. C'est quand même une équipe ancestrale. Devoir en être réduit à communiquer sur un top 20 par défaut comme ça, c'est triste. Parfois, je dis ce que je dis, c'est parfois il vaut mieux ne rien dire
plutôt que de faire des histoires qui soient un peu tristounettes, quoi. Alpecin, quand ça va pas, ils communiquent pas, c'est tout. Ils ont été mauvais sur certaines étapes, il n'y a pas eu de communiqué, tandis que, bah voilà, je sais pas s'il faut toujours communiquer pour communiquer, voilà. Bah, Et bref. si oui, il faudrait peut-être changer la tournure. Je en supplie de changer aussi le fait que Guillaume Martin reste au maximum avec les favoris et tout pour viser un top 16. Je préfère largement Surtout qu'est-ce qu'ils feront l'année Simon Yates. prochaine, parce qu'a priori, Guillaume. Ouais. Je préfère un Simon Yates qu'il aille prendre 10 minutes dans une étape et il aille devant, même s'il est pas très bon, tu vois ce que je veux dire, mais au moins qu'il fasse des choses comme ça plutôt que quelqu'un qui tienne pour essayer de faire 14e. Mais il a quand même essayé hier, attention, hein, il est échappé. Oui, bien sûr, bien sûr. Mais, et il retentera la semaine prochaine. Hein. J'espère au maximum. Mais bien sûr, bien sûr. Voilà, ça va être le message. Allez, on avance pour le quiz. On va très vite, Décathlon aussi en train de passer à côté un petit peu de son Tour de France, équipe en forme de cette saison. On a vu Félix Gall qui était bien fatigué après Paddle Bay, donc tu vois, pour le coup, au moins, c'est plutôt pas mal, même s'il n'est pas encore dans le top 10, donc il y a encore le temps de se rattraper, mais c'est vrai qu'on attendait à ce que Décathlon surfe à Décathlon G2R. Sam Bennett, par exemple, au sprint, c'est mais ça, 0 pointé. C'était quasi attendu, hein. On est d'accord, Théo. Parce que c'est vraiment une surprise. Ouais. Sur Desmar qui a failli réaliser un joli coup avant de se faire déclasser. Il faut y faire tomber Van Aert. Ouais, voilà, avant de se faire déclasser. Je rigole, je m'en fous complet. Au moins, moi, ça m'a rassuré. Il est capable de faire, même si c'était pas linéaire et tout, au moins, il est capable de faire un sprint pour faire quelque chose. On l'a vu une première fois. Mais le grand démarre, ce jour-là, il gagne. Hein. Ouais, ça c'est clair. Le démarre de 2020. Mais bon, ça avance aussi, hein, les petits gars. Et puis, tiens, on va parler de la loto là. Alors, je vais encore dire 15 secondes, tu vas me faire 3 minutes, mais parce que entre 20 on devait passer au quiz, on va pas. Non, mais moi je fais tout pour l'éviter, comme ça je me prends pas de branler aujourd'hui, c'est cool. Parce que j'étais en train de faire quelle est la pire équipe, j'étais en train de me dire quelle était la pire équipe pour l'instant de ce Tour de France. C'est dur l'auto. Non, pas l'auto. Non, mais il y en a plusieurs dans le paquet. C'est quoi la pire en fait? C'est quoi la pire équipe? Pour moi, la Groupama FDJ sans contestation. J'ai regardé, c'est la seule équipe qui n'a pas réussi à faire. Et au classement par équipe, c'est qui la dernière d'ailleurs? Au classement par équipe, je vais te le dire tout de suite, mon cher, c'est Astana. Mais Cavendish, ça passe largement. Pour moi, ça se joue entre Israël et Groupama. Mais Israël, il y a Derek qui est dans le top 10, mon gars. Qu'est-ce que tu veux? Tu peux rien faire. Alors qu'il n'y a personne en général. Enfin, voilà, c'est juste que. Après, et Ackermann se débrouille bien au sprint. C'est vrai, il s'est toujours bien placé. C'est vrai. J'allais dire la Bahreïn aussi, mais Boutrago, il marche bien. Ouais, c'est ça en fait. Vraiment, après, notre curseur est pas très haut. Mais bref, Deli, ça va pour le premier Tour de France? Van Gils qui tape des gens, ça va? Sinon, c'est le résumé de la loto. La brute. C'est une brute. C'est triste de voir deux Belges comme ça à partir à la faute parce que les deux sont en erreur, malheureusement. Capio, bah oui, il fait une petite erreur de se retourner et Van Gils arrive comme un dératé. Voilà, les deux pour moi sont en tort et voilà, c'est dommage que ça provoque en plus derrière une chute d'une violence quand même assez forte. Derrière, pour le même prix, Arnaud Delis était à la maison. Voilà. Ce qui est problématique chez Lotto, c'est la manière dont il est emmené au sprint, c'est catastrophique. Est-ce qu'il a emmené? Il a emmené, moi je l'ai pas vu encore. C'est une horreur. Je regarde, en fait, sur chaque arrivée au sprint, je regarde d'abord avant tout l'auto, vraiment dans un premier temps, parce que j'ai confiance en Philipsen, ils ont l'expérience, etc. Mais Delis, pour son premier tour, j'ai un petit œil un peu plus attentif, plus aiguisé, mais c'est une catastrophe totale. Il y a énormément de sprints où Arnaud ne fait pas son sprint à fond. C'est De Buys. Ils n'ont jamais remplacé. De Buys, malheureusement, son absence. Pourtant, il a Campanert, il a Van Moor, il a quand même des gros cuisseaux pour le placer dans les derniers moments. Et après, c'est quoi? C'est Driesner qui doit être son Bullens? Je sais pas, c'est quoi son. Il y a Bullens qui est son dernier homme, Driesner, mais le train est trop faible. Il manque un De Buys, très clairement, qui est blessé, malheureusement. Moi, la sélection de Harm Van Hoek me pose problème depuis le début parce que Harm Van Hoek, pour moi, il est candidat à le gars qui est invisible depuis le début du tour. C'est vrai qu'on pourrait faire on le fera à la fin, le petit jury de celui qui il commençait à remarcher correctement. Hein. Ouais, mais sur des courses de seconde zone, soyons bien clairs. Je vois aussi à voilà, Milan Menton, par exemple, aurait eu sa place dans le train Arnaud Delis. Si on bâtit une équipe autour d'Arnaud, il faut qu'elle soit construite à 100%. Tu peux laisser Maxime Van Gils, vu la forme affichée depuis le début de la saison, très clairement dans un rôle d'électron libre, et ça aurait été tout à fait cohérent. Mais là, il manque quelqu'un. Parce que la déception chez Lotto, est-ce qu'elle n'est pas plutôt chez Van Gils que chez Delis?
Van Dries, qu'est-ce que tu peux lui reprocher vu sa saison? Oui, vu sa saison, tu peux te dire, ah merde, c'est un flop, mais bon, peut-être que le mec est un peu cramé aussi. Il marche sur l'eau depuis le début de la saison. Qu'est-ce que tu veux reprocher à Van Dries sur ce Tour de France? Bon, le niveau est stratosphérique aussi. C'est compliqué, hein. C'est vrai que sur les étapes des chemins blancs, oui, effectivement. Ce qui m'a déçu, c'est qu'il pète aussi vite dans l'échappée. Ouais. Je m'attendais à ce que. Ah, je l'ai vu, je dis, ça va être le dernier à Même en résister. Italie, tu jouais sur le week-end d'ouverture, tu pouvais espérer. Alors, je dis pas que Il sur fait la. top 5 sur une étape, Ouais. si je dis pas de bêtises. Hein. Il fait top 5. C'est son premier, ça, hein. son Il y a premier un tour top à Van 5. Dries. Hein. Bah oui, il fait 5 à Rimini. Et il est pété, oui, bah Bardet, merci. Et puis derrière, il fait 3e du sprint derrière. Derrière Van Aert et Poggi. Alors qu'est-ce que. Ah non, il avait fait le tour l'année dernière, Van Dries, je crois que c'était son premier, mais ok. Donc, mitigé. On verra il n'y a quand pas énormément non plus d'étapes qui lui conviennent. Donc, bon, voilà, on verra si Dely nous claque un Nîmes, voilà, et comme ça au moins on parlera plus de l'auto et on pourra garder nos équipes françaises dans le bas du tableau. On les aime comme ça, c'est comme ça qu'on les aime. Et qu'est-ce qu'on aime aussi? Nous aussi, hein, d'ailleurs. Ouais, nous, ce qu'on aime, c'est le quiz. Et ben, même beaucoup de personnes aiment le quiz. Ce quiz est une dictature orchestrée par moi-même. Oh, j'ai pas compris la question, c'est... Ah, je suis nostalgique quand j'entends la voix de Jérémy Sakian. Il me manque, j'espère. Il nous écoute. Ça fait tellement longtemps qu'on l'a pas entendu. Il nous écoute et il faut savoir qu'il m'envoie des petits messages et tout. C'est toujours le meilleur élève de ce podcast. Ça ne changera jamais. 9 questions, le chat peut bien sûr jouer. Alors, c'est une question mi-belge, mi-français. Vous allez voir, il y en a un petit peu de tout. Il y a des questions un peu faciles parce que vous en avez répondu à pas mal pendant ce podcast. Mais bon, c'est pas grave. Faut des points gratuits des fois. Et on va commencer avec la première question. Question française pour commencer. Qui est le deuxième français au classement général de ce Tour de France 2024 aujourd'hui? Messieurs, c'est parti. Eh ouais, pas facile. Nous avons en première position Guillaume Martin. On s'en a beaucoup parlé tout à l'heure. Il y a un deuxième français que... Pas super bien classé au général, mais juste français. Pour savoir, il est à quelle place? Il est à quelle place? Attends, je vais vous dire, mais je crois qu'il est genre 40 et quelques. Voilà, c'est pas très beau à voir. Général. Nous avons donc ce coureur qui est 28e. J'étais un peu malhonnête là-dessus. 28e au général. Ce n'est pas un Français d'une équipe française pour vous aider. C'est pas un Français d'une équipe française. Julien Bernard. Julien Bernard, merci. Tu vois que ça a aidé les indices. Julien Bernard, merci. Donc, le trek qui est 28e. Oui, mais c'est parce que j'ai vu un tweet passer. Ouais, Julien Bernard, gros niveau auprès de Chicone. Ouais. Ouf. Donc, 1 point pour James pour commencer sur une question française. J'aurais dû mettre 2 points pour le Belge qui répond aux questions. Tiens, je vais faire ça. Tiens, c'est ça, on peut faire un bonus. Hein. 2 points donc pour James. Question Quel belge. Quel est le meilleur Belge au classement général? Quel est le deuxième meilleur Belge au classement général? Kras. C'est Théo, malheureusement, qui répond juste avant l'égalisation. Petite question, qui est le troisième au classement du maillot vert, au classement par points? Turgis n'est pas une bonne réponse. Cocard, c'est une bonne réponse, décidément. Il marque des points sur les questions françaises. Ça allait très vite. Qui est quatrième sur les classements général, classement du maillot vert? Qui est quatrième? Dely. C'est Dely. Oh, bravo. Bravo, James. Ah, mais c'est quoi ces quiz à la con, là? J'en ai fait. C'est soit belge. La question, c'est soit. Non, belge, parce que français. j'ai un peu de chance. J'ai regardé un petit peu avant voilà. le podcast. Alors, autre question un peu plus difficile. Pogačar est le coureur le plus régulier. Il n'y a que 43 places qui séparent sa meilleure, la première, et sa plus mauvaise place, 44e. Qui est le deuxième? Un coureur qui a été le deuxième plus régulier de ce Tour de France. C'est un Français ou un Belge, évidemment. Evenepoel? Ce n'est pas Remco qui est troisième dans la liste. Le plus régulier en termes de place, quoi. En termes de place, entre sa meilleure et sa plus mauvaise place. C'est un coureur, donc soit français, soit belge, qui a 46 places de différence. Ah, peut-être bien Martin. Ouais, c'est tout à fait, c'est Guillaume Martin, mon cher Théo. Oui, évidemment, bien vu. Qui a fait 17e comme meilleure place et 63e comme plus mauvaise place, Guillaume Martin, et donc le deuxième plus régulier de ce Tour de France. Ah ben voilà quelque chose à communiquer. On va avoir des problèmes. Si je reçois un texto de quelqu'un de Cofidis, ça sera pour toi. Quel Français a été élu combatif lors d'une étape cette semaine? Français. Grelier. Ce n'est pas Grelier. Mais c'est bien un Français d'une équipe française cette fois-ci. J'espère que tu as compris, Théo. Échappé lors de la 12e étape. Je vais essayer de vous aider. Attends, la 12e, c'était laquelle? J'ai juste noté 12e. La 12e étape, c'était donc entre
Aurillac et Villeneuve-sur-Lot. Il n'y avait pas grand monde devant. Il y avait il y avait Turgis. Ce n'est pas Turgis qui était devant, c'était l'un de ses compagnons d'échappée. Il y avait Abramsen, il y avait Madouas et il manque un Français. Est-ce que dans le chat, quelqu'un là? Personne pour Jordan Gégat? Non, il avait déjà été élu pour moi combatif déjà dans ce Tour de France, au début du Tour de France. Grélier, non, c'est pas bon. Toujours pas Verché non plus. Toujours. Direction la Groupama FDJ qui a déjà fait podium d'étape sur ce Tour de France. Un barbu qu'on oublie assez souvent, c'est Quentin Paché. Mais combatif, donc de la 12e étape. On donne un point, un Théo. Je fais un petit point sur les scores, alors que le chat n'a pas eu de bonnes réponses. Ça fait 5 points pour James, 4 pour Théo. Nous passons à une question belge. Il y a eu un Belge élu combatif lors d'une étape cette semaine. Qui est ce Belge? Steven. Non, Steven, c'était avant cette semaine. Bon, c'était l'étape 3. Campenard, ce n'est pas bon. Merde. C'est un coureur d'une équipe. Alors, c'est belge sur le papier, même si ils ont plusieurs sponsors. On me dit, on est tout proche dans le chat. On me dit celui de Wanty. Tout à fait. C'est un belge de Intermarché, Wanty Gobert, et c'est trouvé par Babas. C'est tout simplement Kobe Goossens qui a été élu. Je donne 2 points pour le chat parce que souvent ils sont français. Il est dans mon équipe en plus. Punaise. Ça servi à rien. Bah là, tu vois, pour le coup, il a peut-être rapporté des points. C'était dans la 2e étape. Kobe Goossens. Il y a encore combien de questions? Il reste encore 1, 2, 3 et pour l'instant il y a 5, 4, 2. Le chat a 2 parce que j'aimerais bien garder mon petit point d'avance. En fait, j'aimerais bien que le chat remonte un petit peu. C'est moi qui ai 5. Non, parce que là ça va aller très vite. C'est à la vitesse, donc préparez-vous. 5 Belges ont abandonné cette semaine. Premier qui m'en cite un. Tyson, c'est une bonne réponse pour James qui marque 1 point sur la question belge. On reprend. Un seul Français a abandonné le Tour de France. Qui est-il? Vous en avez déjà parlé dans le podcast, c'est pour ça que je me dis que ça va aller vite. Coureur d'une équipe française. Mais enfin. Qui a vu beaucoup Alexis Renard et beaucoup de ses coureurs abandonnés. Alexis Renard, bravo. Bravo James qui remporte ce quiz. J'avais une question subsidiaire, mais elle ne sera pas utile. Je voulais dire la moyenne de ce Tour de France, un record. Je voulais dire celui qui est le plus proche. 42 et quelques. Bref. C'était donc la question subsidiaire. Bravo James, bravo à toi. Et puis on va juste terminer sur un tout. J'ai rien trouvé dans le pari sauf un petit truc. On va voir si ça vous plaît ou pas. C'est même pas vrai. Parce que je pense que s'il n'y a qu'un seul maillot, il y a du suspense. Pour moi, c'est peut-être le maillot à pois où il y a un tout petit peu de suspense. Est-ce que le pari, c'est simple? C'est un coureur du général ou un autre coureur? Qu'est-ce que vous en pensez de ça? Est-ce qu'on aura donc un mec qui va essayer de rechercher un maximum de points? Un Gaudu, par exemple, bien placé, un Lascano, un Carapace? Ou alors, est-ce que ça sera un favori du général? Vous avez je vais regarder les écarts, mais... c'est ça, je viens de les prendre. Les écarts, donc nous avons Pogacar. Général. Pogacar en tête, donc tac, avec 77 points de mémoire. 77 points. Deuxième, Vingegaard 58. Remco 42. Abramsen 36, mais il n'en marquera plus beaucoup. Lascano 35. Godu 30, pardon. Et après, il y a Carapace à 22 notamment. Oui. Est-ce que par hasard, tu sais combien de points il reste à attribuer? Oh bah non, mais attends, mais là tu me demandes beaucoup de choses, mais étant donné qu'il y a encore des belles étapes, il y a celle d'Isola par exemple. Eh bien, moi je prends le pari improbable que Carapace fera une remontada. Parce qu'il est très en forme et il a envie d'aller à l'attaque. Allez, allons-y pour l'offensive. Pour relancer le suspense. Eh bien, moi, je vais dire, parce qu'on a beaucoup tapé sur la Groupama FDJ, je vais être un supporter de David Gaudu jusqu'à la fin, je vais vous le dire. Il reste une semaine, il doit prendre tous les points, mon coco. Même s'il il se fait taper de temps en temps par Lascano, mais il prend très bien les virages, David Gaudu. C'est lui aussi une Formule 1. Et donc, on va croire en lui, mais c'est vrai que si déjà Isola 2000, vous avez dit que ça allait être cadenassé, vous savez comment ça va se passer à la fin avec le vainqueur du général qui remportera ce maillot à pois. Merci les gars, c'est terminé là-dessus. Allez. Bon écoutez, bonne journée à tous. Il y a juste une belle remarque de Babas qui dit dans le chat, le gars demande que les émissions soient préparées. Oui c'est vrai, en même temps tu sais où t'as mis les pieds James. Voilà, merci, à la semaine prochaine pour débriefer la fin de ce Tour de France. Normalement ça devrait pas bouger, on devrait être plutôt tranquille, donc ça va aller vite pour ce doublé Giro Tour de Tadej Pogacar. À la semaine prochaine les gars. Le triplé, évidemment, on fera la Vuelta évidemment. Salut les gars, bon monde. Ciao.
Ciao. Merci.